Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. La gestion des risques de marché, l'overdose de données qui déroute. Stéphane Riot, CEO et fondateur d'OpenSea. En discutant quand même avec à la fois les gros acteurs et les petits acteurs, on a réalisé où était notre pépite, qui était effectivement d'avoir réinventé une autre façon de regarder les risques à un niveau beaucoup plus fin, en utilisant toutes les données. Et quelque part, on nous a poussé dans cette direction en disant, retire la partie modèle, prends le résultat de nos calculs à nous et aide-nous à mieux les exploiter. C'est un petit peu comme ça que l'histoire a commencé. Opérer les activités de marché pour les banques, les asset managers ou les hedge funds nécessite un suivi en temps réel de nombreux risques et notamment le risque de marché. Qu'il s'agisse des marchés de taux, de change, des marchés actions ou des matières premières, qu'il faille surveiller la liquidité, la volatilité ou les contreparties, les établissements financiers galèrent pour répondre aux exigences réglementaires d'une part et offrir à leurs équipes des outils efficaces de l'autre. C'est donc un pain point qu'OpenSea résout pour ses clients. Nous approfondissons donc avec Stéphane ce sujet de la gestion du risque, son implémentation, son évolution suite à la crise des subprimes et plus récemment de la réforme BAL 4. Vous verrez que ce sujet préoccupe pas mal de monde, les directions de marché, les trading desks, le risque, la finance, et que l'un des enjeux majeurs concerne la donnée. Nous voyons comment la proposition de valeur de cette start-up présente sur 3 continents a évolué. Nous regardons les déploiements qu'elle effectue et les besoins précis de ses clients institutionnels. Je vous préviens, il y a un petit peu de théorie puisque nous revenons sur les notions de value at risk, de ses limitations et comprenons les différences principales avec ce qu'on appelle l'expected shortfall. Nous clôturons cette discussion sur la notion de best execution et Stéphane nous explique à ce sujet comment OpenSea peut réellement débloquer des opportunités commerciales pour ses clients. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous. Bonjour Stéphane. Bonjour Solène. Merci pour ce petit passage en studio que tu veux bien nous accorder. Alors, je précise aux auditeurs qu'on ne va pas parler de NFT aujourd'hui. On va parler plutôt de données. C'est un thème que j'ai eu de façon récurrente sur mon podcast ces 2 dernières années, que ce soit de la donnée bancaire, de la donnée crypto, de la donnée biométrique, de la donnée de marché. Et cette fois, tu vas nous faire entrer dans un univers qu'on aborde un petit peu moins, qui est celui des marchés financiers, justement, et du risque. Est-ce que je peux te demander, s'il te plaît, de te présenter aux auditeurs? Et j'aimerais adresser un petit merci à Denis Alexandre, qui nous a très gentiment mis en contact. Merci Solène de me recevoir aujourd'hui. Avec grand plaisir pour donc parcourir ce nouveau sujet sur les data. J'ai vu que tu étais effectivement experte de plein de sujets. Il faudra aussi que tu m'apprennes un peu sur les autres thèmes. Donc rapidement de mon côté, moi j'ai un background dans la finance maintenant depuis, je compte plus les années, mais j'ai commencé dans le trading pendant une petite dizaine d'années. J'étais responsable de desk et puis j'ai voulu faire autre chose. Je me suis lancé dans le grand bain de faire de l'entrepreneuriat. Je ne sais pas ce que ça voulait dire, mais j'ai pu récupérer une boîte en fait qui s'appelait SwapStream. C'était une place de marché pour le trading de swap, qui étaient les produits que je traitais à l'époque. Finalement, ça s'est assez bien passé, puisqu'en quelques années, on a revendu la société au Chicago Mercantile Exchange, qui était à l'époque la plus grosse bourse mondiale. Et puis en fait, ça l'est encore, je crois. Donc, coup d'essai et coup plutôt sympa, agréable. Plutôt pas mal pour un premier essai. Et c'était, voilà, donc clairement, confirmation que c'était ça que j'aimais faire. Et puis, intégré au CMI... J'y suis resté 2 ans, comme ça se fait traditionnellement quand on vend sa boîte. Et les 2 ans se terminaient en août 2008. Donc, je suis parti en août 2008. Je n'ai pas tellement envie de faire quelques mois de plus, parce que c'était un gros groupe et c'était envie de faire autre chose. Donc, août 2008, on en parlera tout à l'heure. C'était un peu tendu. Un mois avant la crise. Alors, je rêvais depuis beaucoup de temps de prendre une année sabbatique. Et donc, en septembre, je me dis, ça y est, je vais être enfin forcé, parce qu'il y a comme ça qu'on y arrive, à prendre une année sabbatique. Ouais. Et puis finalement, comme aussi la vie est faite de rencontres et de surprises, c'est cette crise qui a créé une nouvelle opportunité. J'ai été coopté en fait pour rejoindre le board d'une banque qui s'appelait DEPFA. DEPFA, c'est un peu le Dexia allemand. Beaucoup de gens ici connaîtront Dexia. Qui avait eu des gros problèmes, qui était au bord de la faillite, qui avait été rescue par l'État allemand. C'était une boîte qui était basée en Irlande, mais qui était allemande foncièrement, qui avait été rachetée par Hippo Real Estate. Bref, j'ai passé
3 ans là-bas. L'objectif, c'était donc de restructurer la banque, qui avait des gros problèmes de liquidité. J'étais responsable de tout ce qui était front office, donc la trésor, la gestion des actifs, le trading. Ça m'a permis vraiment de voir ce que c'était qu'une banque à un sens beaucoup plus large que mon petit œillet que j'avais en tant que trader. Ça m'a bien aidé, j'ai envie de dire, pour tout ce que je fais aujourd'hui, pour avoir des idées. Et d'avoir aussi vu une banque qui avait des problèmes dans un monde où il y avait pas mal de problèmes, pas que chez eux. Ça a été très utile. Et puis quand j'en suis sorti, c'était un petit peu l'idée d'après, réunir tout ça, réunir l'expérience que j'avais acquise pendant cette période-là, la passion que j'avais pour créer des choses. Et j'ai donc un peu mûri le sujet pour finalement lancer ce qui est maintenant OpenSea, qui a commencé par être ICA, puisque le sujet a évolué comme pas mal de startups entre le moment où je l'ai créé en 2015 et aujourd'hui. Au départ, ICA, c'était un software de gestion de risque pour les marchés en mode SaaS. Donc super simple. Moi, j'avais vu chez Debfa que c'était hyper compliqué en fait de mettre en place un nouveau software. On avait besoin de beaucoup mieux comprendre nos risques et grosso modo, les temps d'implémentation qu'on nous proposait, c'était plus long que mon mandat, donc c'était pas super excitant. Ouais. Et puis de fil en aiguille, en fait, on s'est rendu compte que pour les gens, pour changer de système aussi, il y avait des grosses contraintes. On savait que les grosses banques auraient peu d'appétit pour ça. Elles ont leur système établi, leur gestion de risque. Et les petites banques, à l'inverse, avaient un certain appétit pour ce qu'on faisait, mais avaient besoin des grands frères qui valident que les modèles sont bons, que tout est bon, etc. Donc difficile d'amorcer la pompe. Ouais. Et en discutant quand même avec à la fois les gros acteurs et les petits acteurs, on a réalisé où était notre pépite, qui était effectivement d'avoir réinventé une autre façon de regarder les risques à un niveau beaucoup plus fin, en utilisant toutes les données. Et quelque part, on nous a poussé dans cette direction en disant, retire la partie modèle, prends le résultat de nos calculs à nous et aide-nous à mieux les exploiter. C'est un petit peu comme ça que l'histoire a commencé. Ok, super. Donc, j'aurais aimé que tu reviennes sur les notions de base, on va dire, sur les risques de marché, que ce soit dans un environnement bancaire ou environnement de gestion, d'asset manager, de hedge fund. On retrouve forcément toujours ce type de risque sur ces différents acteurs. Et en expliquant ce type de risque, peut-être nous expliquer quel type de données est relevante suivant le type de risque. Je ne sais pas si c'est facile comme exercice, j'imagine que c'est compliqué, mais c'est important, je pense, pour qu'on comprenne votre proposition de valeur. Oui, non, mais effectivement, il faut prendre un petit pas de recul pour savoir de quoi on parle. Donc, on va se concentrer sur les banques, peut-être dans un premier temps, pour rester clair, et puis on étendra. Donc, un pas de recul, c'est dire que les banques, il y a 2 grandes activités. Les activités qu'on connaît plus traditionnellement, les activités de crédit. Tu as peut-être pris des crédits immobiliers, où ton entreprise a probablement été financée par une banque. Et puis, les activités de marché, qui répondent à des besoins pour couvrir les risques en général d'entreprises. Et dans les 2 cas, un des piliers fondamentaux, c'est la gestion des risques. Comment ça s'organise sur les marchés, je vais me concentrer donc sur les activités de marché. Il y a plusieurs lignes de défense. Le premier, c'est les traders eux-mêmes qui doivent gérer leurs risques au quotidien. Il y a ensuite des risk officers qui sont indépendants, et puis ça va jusque le régulateur. L'appétit du risque de la banque est défini au niveau du board, et puis c'est cascadé en fait jusqu'au trader. Ouais. Ces risques, ils sont de plusieurs natures. Il y a les risques de marché, même à l'intérieur des marchés, il y a les risques marchés, mais aussi les risques de crédit sur les opérations de marché. C'est ça qui est un peu compliqué, c'est qu'on n'a pas que de risques de marché, on a des risques de liquidité, on a des risques de modèle et on a des risques opérationnels. On a eu pas mal d'exemples dans le passé avec des pertes importantes sur des choses opérationnelles qui n'étaient pas prévues, qui n'ont rien à voir avec les marchés. Si tu veux des exemples, on pourra en couvrir. C'est toujours intéressant. On n'a qu'une demi-heure. Exactement. Et ces risques, en fait, ils sont monitorés à travers des métriques qui servent à faire quoi ? Qui servent à gérer efficacement la banque, à empêcher les problèmes, et puis à répondre à un besoin réglementaire. Dans le meilleur des mondes, c'est les mêmes choses qu'on regarde. Parfois, c'est fait un petit peu différemment, sous des angles différents, mais c'est important. Et les exigences réglementaires, elles se délivrent en termes de capital et de liquidité pour s'assurer que la banque soit encore là demain. Voilà, donc ça, c'est très, très, très high level. Tout ce dont j'ai parlé se décline clairement pour les marchés, pour les autres institutions financières, que ce soit un gestionnaire d'actifs, un hedge fund. Il va aussi avoir besoin de monitorer ces risques de marché
en général avec des contraintes réglementaires qui sont différentes, voire très faibles pour les hedge funds. Comment est-ce qu'on capte ces données-là ? Si tu pouvais nous donner quelques canaux typiques qu'on va retrouver pour capter la donnée dans la moulinette risque et la retranscrire sous forme de ratio. Non, c'est vrai que tu m'avais posé la question de où étaient les données, donc je vais y répondre quand même. Donc je vais prendre quelques exemples. Ouais. Prenons l'exemple d'un risque de marché ou même d'un risque de crédit, on en parlait tout à l'heure. Les risques, en fait, c'est quoi ? C'est en général essayer de faire tourner des scénarios pour voir ce qui va se passer dans le futur. On a envie de prédire dans certains cas, demain, ce qui va se passer de manière probable, mais aussi potentiellement de manière improbable. Dans les risques de marché, ce qu'on va faire, c'est qu'on va projeter tous les éléments qui drivent les risques, hein, comme les taux de change, les niveaux des actions, les niveaux des taux. On va projeter ça dans des états du monde différents dans le futur, à différentes dates, demain, dans un mois, dans 3 mois, dans un an, dans 30 ans, parce qu'il y a des produits qui ont des risques jusqu'à 30 ans. Et puis, on va regarder qu'est-ce qui se passe dans ces états du monde, quelle est la valorisation de ces fameuses transactions. Puis on va le faire transaction par transaction. Et puis, on va regarder après, au niveau portefeuille, qu'est-ce qui se passe d'une manière globale. Donc, ces états du monde potentiels, ils peuvent se faire soit d'une manière probabilistique, c'est-à-dire on dit, bon, bah, ça va partir un peu autour d'une certaine trajectoire, qu'on dit, voilà, ça va monter de 2% par an avec une volatilité de X%, et puis on regarde ça, ou on va au contraire mettre des scénarios, ça va être plutôt en général sur les risques de crédit, des scénarios macroéconomiques, où on va regarder qu'est-ce qui se passe quand les sociétés sont downgradées, quel est son impact sur les risques de perte, etc. Donc à chaque fois qu'on fait ça, en fait, on fait potentiellement des milliers d'états futurs qu'on va regarder, et puis après on va faire une espèce de probabilité, on appelle ça une espérance, pour regarder quel est en moyenne, en gros, ce qui va se passer. Donc quand on fait des milliers de scénarios, qu'on les regarde à des centaines de dates, et qu'on a des millions de transactions, et ben à chaque point, on va avoir une transaction, et au total, si je fais toutes ces multiplications, on arrive à des centaines de milliards de points de données à chaque fois qu'on fait ça. D'accord. Donc il ne faut pas grand-chose en fait pour vite faire exploser la machine. Et pourquoi avant on ne la faisait pas exploser ? C'est qu'en fait on regardait que le résultat final. On oubliait un petit peu ces états intermédiaires. Et en fait, il y a beaucoup de choses à faire avec ces informations intermédiaires. Et ça, c'est vrai donc pour les risques de marché, c'est vrai pour les risques de crédit avec ces scénarios macroéconomiques, c'est vrai pour la liquidité. La liquidité, ça va être quoi ? On va essayer de mesurer les cash flows individuels, comment ils se projettent, comment ma liquidité évolue dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, pour s'assurer qu'on est bien placé. Donc les données auxquelles on se réfère, ce sont toutes les données de l'établissement bancaire qui concernent tous les encours, par exemple, toutes les positions qu'il a sur son book, etc. C'est ça dont on parle ? Oui, ce qui est vraiment important, c'est de dire que ce n'est pas des données qui sourcent à l'extérieur, c'est vraiment des données de l'établissement. qui produisent souvent. Alors, sur les risques, ils les produisent à partir de leur encours, de leurs transactions. Sur la liquidité, c'est effectivement des données plus brutes, c'est tous les cash flows qui arrivent, les prêts, etc. Mais c'est les données de l'établissement. Ils ont effectivement quand même des liens avec le monde extérieur, ça va être tous les données de marché. Donc ça va être l'autre angle de données, c'est les données de marché qui servent en fait après à générer ces fameuses valorisations de produits. D'accord. Excuse-moi, je te fais revenir dans ta carrière à 2008. Qu'est-ce que cette crise a changé ? Est-ce qu'il y a eu un avant-après ? Alors, il y a eu différentes réglementations qui ont succédé à cette crise. Qu'est-ce que tu penses qu'elle a apporté au risque et en quoi ça a complexifié la vie des banques d'un point de vue risque ? C'est une longue question. Une longue question et je vais essayer de ne pas faire une trop longue réponse, mais il y aurait beaucoup à dire. Bah forcément, l'expérience de 2008, comme dans tout accident, on regarde pourquoi et on essaie d'analyser. Et assez rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des failles dans le système, que la façon dont on regardait le risque, dont on l'analysait, ça marchait bien en période, on va dire, calme, long fleuve tranquille, c'était assez cohérent. Mais dans la réalité, dans les réalités rares, heureusement, on avait un gros problème. Un exemple, les risques de marché sont historiquement mesurés avec ce qu'on appelle la VaR, la value at risk, qui mesure quoi ? Qui mesure en fait, si on dit une value at risk à 95%, c'est à 99%, c'est dans 99% des cas, combien on ne perdra pas au maximum. Donc ok, on va savoir que donc par an, il y a 260 trading days, donc on va dire 3 jours par an, on peut faire pire.
mais on ne sait pas combien pire, en fait. C'est ça le problème. C'est qu'entre une distribution où on va perdre les 3-4 pires, là, à peu près la même chose, et puis dans la distribution où le centième cas, enfin les 3 cas, il y en aura 2 qui seront horribles et qui sont cachés derrière, c'est ça en fait qui a fait exploser le système. Hein. Et puis on s'est rendu compte que justement cette value at risk, en fait, ne correspond, enfin les fameuses exceptions qui devaient se passer en gros une fois par trimestre maximum, dans les périodes de crise, c'était plutôt une dizaine de fois. Une grosse partie des grosses banques d'investissement dans la crise de 2008 n'ont pas dépassé cette VaR une fois par trimestre, mais plutôt une dizaine de fois, et pour des quantités qu'on n'avait pas anticipées. Donc oui, ça a fait réfléchir vraiment à la façon dont il fallait regarder les choses. Ça a fait du coup modifier à la fois l'approche des risques par les banques elles-mêmes, mais évidemment ça a été un point repris par la réglementation de Bâle. Hein. On est passé de Bâle 1, c'était 88 je crois, à un Bâle 2 qui améliorait toutes les choses de 2004 à 2008, et on n'a pas fini Bâle 2, qu'il a fallu tout de suite faire Bâle 3 en post-2008, et puis là on est en train d'implémenter Bâle 4. Donc à chaque fois, on essaye de raffiner effectivement la vision des risques. Et bon, on pourra parler un petit peu de la différence entre ces différentes mesures, mais c'est assez clé en fait. Et peut-être ta question aussi, je vais peut-être enchaîner directement. Hein, les dernières modifications portent sur... De quelle directive ? La directive, donc sur tout ce qui est FRTB, Fundamental Review of the Trading Book. La revue fondamentale du portefeuille de négociation. Voilà, les initiales sont en anglais, donc c'est terrible. Tout à fait. Donc là, l'objectif, c'est de s'assurer que les banques auront assez de capital et de liquidité en cas de crise. Ouais. Donc on va arrêter de mesurer. Alors, il y a plein de choses qui ont changé. Hein. Je ne vais pas clairement reprendre toute la réglementation. Mais sinon, on va perdre les auditeurs. Là. Mais parlons peut-être d'un point, puisque j'ai parlé de la VaR. Un des points très importants qui a été modifié, c'est justement l'évaluation de ces risques de marché. On ne passe plus sur de la VaR, on va passer sur de ce qu'on appelle de l'expected shortfall. Donc au lieu de mesurer, si je reprends mon exemple, où j'avais une mesure où j'avais à 99%, je savais que je ne perdrais pas. Dans 99% des cas, je perdrais maximum temps, mais je ne savais pas combien je perdrais au-delà. Maintenant, on va mesurer combien je perdrais au-delà en moyenne. Ouais. Donc, c'est ça la grande différence. Hein, c'est qu'on va s'intéresser à ce que peut être cette perte. Et on va le faire pas que à un niveau global de la banque, mais également à un niveau très granulaire, desk par desk, parce qu'on va forcer les banques à vérifier que leurs modèles sont corrects. Donc, si... grosso modo, on n'est pas en ligne avec ce que les modèles ont prévu quand on regarde le passé, etc. On sortira, il faudra prendre d'autres matelas de capital, etc. Donc ces modifications ont eu des gros impacts sur les données, puisque c'est ça qui nous intéresse. Tout à fait. On a sorti un case study avec la Société Générale il y a quelques mois, d'ailleurs, que je t'encourage de le lire, où Philippe Vibien, qui est le CIO des risques, disait, en fait, cette réglementation nous a mis dans un tsunami de data. FRTB. Hein. FRTB, ouais. ce changement à l'expected shortfall. Ouais. On est maintenant sur des milliards, plusieurs milliards de points sur chacun des runs. Donc on a multiplié par plus que 10. Quand on était déjà sur des... trilliards, milliers de milliards. On était déjà sur des centaines de milliards quand on voulait regarder à des niveaux granulaires, ce que les gens ne faisaient pas en général, ils regardaient le résultat final. Maintenant, on a déjà ces points intermédiaires, c'est plus des centaines de milliards, c'est plutôt des trilliards pour une banque, une grosse BFI. Ouais. Et en plus, on a besoin de les regarder. Alors qu'avant, on n'était pas vraiment obligé de regarder tous les détails. Ouais. Donc là, on voit bien que les systèmes précédents qui étaient en place, je ne peux pas parler d'Excel, mais bon, quand même, il y avait des choses un peu plus évoluées, ne marchaient pas. Ouais. Les data lakes qui ont effectivement été créés pour commencer à collecter cette information de la part qui venait de plein de systèmes, ont été mis en place là, dans les années 2015-2016, en se disant ça y est, c'est la recette à tout, on est capable maintenant de stocker à très grande échelle l'information, donc c'est super. Et puis après on se réveille quelques mois, quelques années après, puis on dit ok, maintenant il faut les utiliser ces données. Et en fait le challenge nous qu'on est venu adresser, c'était de dire c'est bien d'avoir les données dans un data lake, c'est bien de les avoir stockées, mais c'est quand même beaucoup mieux de les utiliser facilement. Ouais. Comment vous avez construit le modèle ? Toi, tu venais pas du tout de la data, de ce milieu-là.
Comment est-ce que, vous voyez, parce que ça semble extrêmement complexe, les données, c'est absolument énorme, la masse de données qu'il faut traiter. Comment est-ce qu'on crée des modèles autour de ça ? Comment vous y êtes pris ? Alors, je ne sais pas si le sujet, c'était les modèles ou si c'était la techno pour y arriver, en fait. Mais peut-être qu'on touche du doigt le truc important, c'est que on est parti du sujet business, qu'effectivement, on avait besoin de faire ces agrégations ultra complexes. Une fois qu'on a analysé effectivement le problème de ce qui avait besoin d'être fait, on a pu se tourner vers des techs et dire comment ça va se faire. Et en fait, il y a quand même une révolution des 10 dernières années sur ce qui était disponible. Et quand on sait à quoi on veut arriver, c'est quand même plus facile de choisir le bon point de départ. Et je pense que ça a été vraiment ce qui nous a distingués très vite, c'est qu'on a vite choisi le bon point de départ. Là où la grande majorité des banques s'étaient engouffrées dans les data lakes, qui était une fois de plus un bon choix pour le stockage, mais pas un bon choix pour faire des analytiques. Ouais. Faire des analytiques à grande échelle, on prend pas un outil qui est du document store. Tu fais pas du Excel avec du Word. C'est un peu caricatural, mais c'était pas complètement faux. Et il y a eu un phénomène un peu généralisé de choix de data lake pour le stockage, avec espoir que ça ferait l'analytique. Maintenant, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. On fait pas de l'analytique sur des grosses quantités de données dans un data lake. Ok. Est-ce que ça vous a aidé d'intégrer l'incubateur SocGen ? Ça ne nous a pas aidé, ça a été transformant. Qu'est-ce que ça vous a apporté concrètement ? Non, mais déjà, la première chose, c'est que quand on est une petite société, à l'époque, on était une douzaine, on avait un produit qui était un POC++, qui montrait que ça marchait. J'adore, mais... POC++. Non, mais c'était pas encore un produit qui pouvait aller en production, par définition, à l'échelle d'une banque. Mais c'était même pas ça le problème. Le problème, c'était d'arriver à convaincre quelqu'un que ce qu'on avait fait était crédible, pouvait résoudre leurs problèmes. Parce qu'on est quand même dans un monde où, face à nous, on a des grosses banques qui ont des centaines, des milliers de gars, des milliers d'informaticiens. Alors, ils sont concentrés à travailler sur le run, en général, sur le day-to-day. Mais bon, malgré tout, ils investissent beaucoup. Et donc, d'arriver à une douzaine et de dire, en fait, on a un truc qui peut vraiment vous aider. Et puis, pas sur un petit coin de table. C'est vraiment dans la chaîne de production qui va aller au régulateur. Donc, quand même, c'est pas le petit sujet, quoi. Ouais. Non, mais c'est pas possible. Enfin, on a eu tout. On a eu des réflexions, et c'était pas la Société Générale, donc je me permets de le dire, mais l'une des premières banques avec qui on a parlé, qui nous a dit... Tier 1, tu peux pas dire qui, mais... Tier 1, responsable IT, qui nous dit non, mais si c'était possible, ça se saurait. Sachant qu'on avait fait quand même un POC avec leurs données, etc. Donc on l'avait fait, quoi. Donc il pensait qu'il y avait une tricherie quelque part. Fake it. Donc voilà. Bon, c'est vrai que j'ai regardé récemment tous les derniers fakes à la Silicon Valley. C'est vrai qu'il y a eu quelques histoires. Il s'est dit, c'est magique. Ça fonctionne. Ouais, mais voilà. Donc la Société Générale nous a permis en fait de faire nos preuves. L'incubateur a permis, je pense, un forum de décision qui était adapté, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui se décident, il y a un environnement où les gens peuvent prendre et peuvent avancer et prendre un risque, parce que ce n'est pas évident, peut-être moi je veux bien croire que les gens puissent être sceptiques, mais il faut essayer. Et en fait, en l'espace de 2-3 mois, on a vraiment fait, on est passé du POC++ sur nos données à un MVP avec leurs informations. Et on a fait quelque chose d'assez tactique, qui d'ailleurs tourne encore aujourd'hui, sur un sujet bien particulier qui après pu devenu le sujet principal. Mais, et puis voilà, à partir de là, ça y est, la croyance, entre guillemets, était arrivée. Et puis la deuxième étape qui était hyper importante, et là c'était plus le SWEF, on était rentré dans la chaîne de mise en production. Donc ils ont cru fortement à ce qu'on pouvait faire ensemble. Il y a eu une discussion de savoir s'il ne fallait pas qu'ils refassent tout eux-mêmes ou est-ce qu'il fallait travailler ensemble. Donc je pense qu'ils ont eu l'intelligence ils ont vraiment cette culture d'open innovation. Et on a vraiment travaillé ensemble. Donc la deuxième partie qui a été très productive pour nous, ça a été qu'on a travaillé avec des gens qui nous ont fait passer notre produit, qui avait effectivement un degré de maturité technique, mais pas encore, qui ne remplaçait pas toutes les cases pour être opérationnel, passer en prod, etc. Et avec plein de petits gaps, ils nous ont fait évoluer ce produit vers un produit qui est maintenant utilisable par beaucoup d'autres banques. Alors, si on revient sur le produit, j'avais traité de ce sujet-là avec David Racca et Fabrice Sauvignon sur des épisodes qui traitent de solutions qui s'adressent justement à ces grands établissements financiers. Je t'avais dit que je te poserais la question, donc je te la pose. Comment est-ce que vous êtes pris pour productiser votre solution ? C'est-à-dire que ne pas devoir réinventer la roue pour chacun des clients que vous déployez ? Oui, ça quand on est sur des sujets enterprise comme ça, dans des grosses sociétés, c'est un sujet
très important. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que nos clients ont le même intérêt et la même peur. C'est-à-dire que l'expérience a montré que de travailler avec des providers externes qui leur customisaient le produit et qui leur laissaient faire plein de choses dedans, etc., était finalement surtout dommageable pour les clients eux-mêmes. Parce que ça leur coûte très, très, très cher à maintenir. À chaque fois qu'il fallait faire une évolution, il fallait retoucher tout ce qu'eux, ils avaient fait. Donc, dès le début, on s'est dit, on est d'accord, je vais être le garde-fou, vous allez me demander de customiser, je vais dire non. Ouais, bien sûr, c'est évident, bien sûr qu'on veut faire ça. Bon, le lendemain, il y a déjà une demande. Mais, mais c'est un arbitrage très compliqué parce qu'il y a plein de demandes légitimes. Il y avait plein de trous dans la raquette, dans notre produit au début, c'est clair. Donc il faut arriver à faire le tri entre une demande spécifique et comment il doit être résolu d'une manière générique, en fait. Pour qu'après, ce soit juste une façon d'utiliser le produit ou une façon de configurer le produit qui fera qu'ils ont leur réponse. Plutôt que je te laisse un trou là, tu fais ce que tu veux dedans, ou je te fais un développement, mais personne d'autre l'utilisera. Donc ça, c'est au jour le jour, et je me bats, pas le bon mot, je me bats, mais en tout cas, j'interviens assez régulièrement dans les discussions qu'on a avec nos clients pour remettre à chaque fois cette réflexion. Et je suis vraiment suivi par le top management à chaque fois. Mais c'est vrai qu'au niveau des équipes opérationnelles, il peut y avoir cette tentation, on va au plus vite et j'ai vraiment besoin surtout de ce résultat-là. Ouais, voilà. C'est clair. Mais c'est fondamental. C'est fondamental pour les clients, mais sincèrement pour nous aussi. Si on veut... si on veut industrialiser... Voilà, si on veut scaler, parce que c'est quand même un peu l'objectif de tout le monde, il faut quand même que ce soit le même produit pour tout le monde. Donc nous, concrètement, on a un seul produit. On a une seule branche, différentes versions, puisque notre produit évolue. On a des versions qu'on publie tous les mois, donc les gens peuvent prendre les versions au fur et à mesure. Et puis dans notre marche, on n'est pas juste en train de déployer chez des clients, on est aussi en train de déployer du SaaS commun à tout le monde. Donc c'est encore plus important. Si tu devais décrire votre USP, ce serait quoi ? Tu l'as peut-être compris depuis le début, en fait, c'est que je pense que d'un point de vue techno, on est dans ce qui se fait de mieux aujourd'hui, mais des gens qui font de la techno, il y en a pas mal. Il y a pas mal de geeks et il y en a plein dans la Silicon Valley et autre part. Mais des gens qui sont capables de te parler pendant une demi-heure de ce que c'est que les risques de marché, il y en a un peu moins et qui comprennent la techno. Donc en fait, vraiment, ce qui fait que le produit est là aujourd'hui, c'est qu'on a cette très bonne compréhension du marché. On a des gens, comme tu parlais de Denis tout à l'heure, qui était quand même un ancien responsable des marchés, des risques de marché. On a aussi un ancien responsable global de marché, responsable de trading. Voilà, on n'a que des gens qui ont vécu toute leur vie dans les marchés, dans les institutions financières, ce qui nous permet de ne pas penser techno, mais penser résultats, solutions, pain point. Et après, évidemment, on a des ingénieurs hyper puissants, et ça, la France est quand même bien pourvue, pour nous trouver les solutions techniques. Mais on ne part pas dans l'autre sens. On ne part pas de « j'ai envie de faire de la belle tech, puis je verrai pas à quoi ça sert ». En quoi tu penses que votre solution débloque des opportunités commerciales ? Tu pourrais peut-être approfondir, ça m'intéresse parce que je vois pas, donc je sais ce que tu vas me répondre, parce qu'on s'est parlé avant, mais je trouve intéressant que tu en parles aux auditeurs. C'est un outil qui peut être également un outil d'aide à la décision. Alors, je vais prendre côté gestionnaire d'actifs, asset manager. Un sujet qu'on aime beaucoup, c'est qui est lié un peu à MiFID, mais maintenant d'un point de vue business. Donc MiFID, c'est entre autres s'assurer d'une best exec, exactement. Ouais. Mais bon, il y a la best exec à la MiFID et puis il y a la best exec réelle, quoi. Donc la best exec... Donc best execution, je traduis quand même pour certains auditeurs qui pourraient avoir loupé l'épisode MiFID. Vas-y. Donc best exec sur des marchés pas très liquides, la façon dont ça marche, c'est que tu vas interroger X banques, 5 banques typiquement, en request for quote, et puis tu vas printer que tu as appuyé sur le bouton des 5 meilleurs. Ouais. Super, tu vas printer éventuellement que les écrans à côté sur d'autres marchés semblaient corrects, que tu es à l'intérieur de ça. Mais fondamentalement, avec toutes les données qui sont disponibles, le point de départ, c'est déjà, est-ce que tu as choisi le bon instrument qui va te permettre d'avoir une liquidité fine. Donc, quand tu es en train de chercher, là, on va rentrer dans un truc technique, mais il y a des choses qui sont assez homogènes. Donc, tu peux choisir A, B ou C. Il y en a, une obligation énergie 10 ans, il y en a pas mal, qui peut être ton critère. Et puis, après, il va falloir que tu choisisses tes banques.
pour te faire une cotation, lesquels tu choisis. Historiquement, les gens se réunissaient tous les mois en disant voilà, c'est eux qui sont super bons sur tel truc. Et voilà, une fois par mois, on fait le choix de à qui on va interroger. En fait, nous, on a un système qui va leur permettre d'analyser le marché en permanence, de ce que tous les acteurs contribuent. Donc, ça donne des indicateurs si les gens sont agressifs, s'ils ont probablement la position. On va regarder les positions en repo. Top. Et donc, finalement, dire en fait, tu veux traiter de l'énergie 10 ans. C'est la real best execution. Ouais, exactement. C'est pas juste ton tick the box de MiFID. C'est de la data-driven. Tu vois, tout le monde dit data-driven, mais là, c'est vraiment de la data-driven execution, quoi. Tu as toutes les informations, et j'ai envie de dire, peut-être qu'on n'a pas encore tout utilisé, ou que nos clients n'ont pas encore tout utilisé, mais on utilise toute cette information pour donner une indication sur comment faire les choses. Alors, après, il l'automatise ou pas. Donc ça c'est un sacré avantage concurrentiel. Pour les asset managers. Exactement. Et après, alors certains diront les coûts d'exécution, c'est pas moi qui les paye, c'est mes clients. Mais enfin, quand même, à un moment, c'est quand même important. Ouais. C'est quand même très important, et ça va permettre d'être plus pertinent quand ils vont devoir effectivement aller pitcher un nouveau client. Le truc qui va aller avec aussi, c'est d'être capable d'expliquer en détail pourquoi j'ai fait cette exécution. Parce qu'il tu as dû entendre parler du TCA, le Transaction Cost Analysis, qui est le pendant. Hein, c'est a posteriori, après le trade, on dit est-ce que j'ai bien traité, combien ça m'a coûté. Donc là, c'est une espèce de black box que font certains providers, et qui disent voilà, ça t'a coûté 5 BP. Pourquoi ? Est-ce que tu aurais pu faire 4 comment tu pourrais l'améliorer, etc. Il n'y a pas cette information dedans. Donc en fait, d'ailleurs, ça part souvent de là. Hein. Pour faire de la best exec, on commence par bien analyser a posteriori comment ça s'est passé pour réingérer des informations en entrée. Donc ça va se faire aussi pour les brokers. Alors j'ai parlé de marché non liquide, mais ça marche aussi pour les actions. Là, on va le faire plutôt en temps réel pour voir un petit peu comment l'exécution se passe. Donc ce fameux TCA qu'on a typiquement en T+1, on peut voir au fur et à mesure de l'exécution sur les marchés actions comment se passe cette exécution, et éventuellement changer de tactique, changer d'algo. On va donner de la transparence, là c'est plus sur l'exécution, mais toujours côté soit broker-dealer, soit asset manager, soit hedge fund, donner de la transparence sur tous nos risques. Toute cette analyse de risque dont on parlait tout à l'heure, on peut donner un filtre sur le risque du client, et que lui, il voit tous ces détails. C'est quand même assez important, hein, la transparence des risques. Et puis si on revient... Dans ce cas-là, tu as un dashboard pour monitorer tout ça. Comment ça se passe ? Vous réintégrez dans les outils et portfolio management system des asset managers ? Oui, alors c'est un bon point. C'est que la grosse force de notre système, c'est ce qu'on appelle le back-end. Donc c'est toute l'architecture qui est derrière. Mais nous, on provide aussi le front-end qui va avec, en fait, qui est un peu spécialisé selon les use cases. Et évidemment, c'est possible pour le client, comme les deux choses sont très séparées, se parlent par des API, d'intégrer ça complètement à son outil de visualisation à lui, ses outils internes. Donc ça dépend des clients. Ok, d'accord. Les deux sont possibles. D'un point de vue pratique, on parlait du cas Soggen, depuis il y a eu des petits, vous avez fait quand même pas mal d'autres clients. Comment est-ce que ça se passe quand vous intégrez et vous allez vous connecter aux données ? Est-ce que ça prend du temps ? Est-ce que c'est compliqué ? C'est quoi la phase d'intégration ? Moi, je pense que tu as touché du doigt le point crucial, et c'est celui sur lequel on investit le plus aujourd'hui, c'est la récupération des données côté client. Alors l'avantage, c'est que c'est un système qui peut assez facilement quand même se mettre au milieu d'une chaîne, de manière triviale. Il faut évidemment récupérer les données et envoyer des outputs. Donc nous, on est tout API-based, donc on ne travaille pas avec des langages complexes ou du SQL, etc. On a simplifié à l'extrême. On a une low-code API, en fait, qui permet de simplifier une fois de plus tout ce qui est dessous, qui peut être ultra complexe. On montre à nos clients qu'un appel qui se nous code en quelques mots représente parfois une page de code en SQL, pour donner une idée. Donc ça c'est la partie communication. Mais le point de départ, c'est effectivement de récupérer les informations du client, les données du client qui sont dans un data lake, ou qui sont dans des data lakes, ou qui sont dans plein de systèmes différents parce qu'ils n'ont pas mis de data lake en place. Il faut construire le data model avec eux, et puis il faut passer la donnée de A à B. Ça s'appelle un ETL. Ça veut dire quoi, ETL ? ETL, ça veut dire Extract, Transform and Load. D'accord, merci. ou ELT si tu le fais dans l'autre ordre. Et ça, jusque-là, avec nos gros clients, c'était leur responsabilité. Ouais. Et en fait, ça
mettait un peu de temps. Donc on a pas mal investi, on n'est pas encore au bout du chemin, mais on a pas mal investi pour aider nos clients là-dessus et avoir des outils en fait qui leur permettent une fois de plus, toujours dans l'esprit de configuration, qu'il n'y ait pas du code à faire pour arriver à cet endroit-là. Ouais. Et en particulier pour notre offre, parce qu'on a une offre maintenant pour les typiquement les asset managers, les hedge funds ou les petites banques, ils font plus des implèmes chez eux, on leur offre ça en SaaS, donc on gère toute l'infra, enfin le truc classique du SaaS, SaaS qui est beaucoup plus rapide à implémenter. Et la seule chose qui pourrait leur rester éventuellement, c'est de nous pousser les données. Alors on leur donne des outils pour intégrer ces données beaucoup plus facilement. Ouais. Mais voilà. Mais ça peut se faire en quelques semaines alors. Ça peut se faire, voilà. En SaaS, ça peut se faire en quelques semaines. Soyons clairs, quand on est chez les clients, il n'y a pas que l'intégration des données, il y a aussi déployer notre système. Alors on est parti tout au début, c'était sur du on-prem, sur l'architecture des clients. Donc, on-premises. Oui. On-premises. Et donc là, il y avait toujours des surprises, il y a toujours des petits problèmes que personne ne connaît, mais qu'on découvre. La bonne nouvelle, c'est que progressivement, toutes les banques sont en train de passer sur des clouds, au moins des clouds privés. Alors c'est leur infrastructure chez Azure, leur infrastructure chez Amazon ou chez Google, mais au moins l'infrastructure est standardisée. Mais nous, pour travailler chez eux, il faut qu'on aille se connecter à l'intérieur de la banque. Tout à fait. Donc on est moins en direct, c'est un peu plus long. Et puis ils ont toujours en général des exigences particulières de déploiement. Donc voilà, on parlait de produit tout à l'heure. Notre produit, c'est le même pour tout le monde. Le déploiement, il est un peu différent chez chacun. Sauf ceux qui sont en SaaS. Eux, c'est la même chose partout. Ceux qui sont dans leur environnement de cloud, ça peut être un peu différent. Un de nos clients phares utilise aujourd'hui le système en mode hybride. Ouais. Donc, il a 90% de ses données sur le cloud, son cloud, 10% on-prem, parce que, je ne sais plus quel régulateur, Taïwan ou je ne sais pas quoi, n'a pas donné le passeport pour passer les données sur le cloud. Et voilà. Et donc, ça nous permet de les accompagner tout le chemin, depuis le tout départ où ils ont même pas de cloud jusqu'à ils ont leur cloud ils ont leur cloud privé, je suis sûr qu'il y en a. Enfin non, mais c'est pas tant qu'ils ont pas, c'est que les données en question ont pas eu le passeport pour y aller. Des données, tu sais, il y a des classifications C1, C2, C3, C4, c'est des niveaux de confidentialité et il y a certains datasets qui n'ont pas l'autorisation d'aller sur le cloud encore. Voilà, donc on peut. Je vois de quoi tu parles. On peut accompagner le chemin tout du long, et puis c'est important en fait que tout soit simple, parce que c'est vrai que on a beaucoup parlé, il y a des milliards, des centaines de milliards de données, mais parfois c'est moins, parfois c'est quelques dizaines de millions, centaines de millions, ce qui suffit à être un gros problème en fait. Mais si tout ça peut se faire en un clic, c'est magique quoi. Ouais. Tu vois, il y a peut-être pas, c'est peut-être moins impressionnant que le milliard. Mais si 100 millions, ça se fait en un clic, c'est quand même cool, quoi. Ouais. Vous êtes maintenant plus de 70 personnes, c'est ça ? Oui, le petit 12, ça fait des petits, oui. Pourquoi vous êtes sur 4 localisations ? C'est pour être près de vos clients ? Alors ouais, c'est un bon point. Déjà, c'est encore en train d'exécuter. Alors on a les 4 bureaux qui sont ouverts, donc Paris, Londres, New York et Singapour. Le point de départ, c'est qu'en fait, on offre du support H24 à nos clients, 5 jours sur 7. Donc on n'a pas envie forcément de ne pas dormir la nuit. Et nos clients sont effectivement déjà internationaux, puisque on a un très gros client en Asie, on a nos clients, même ceux qui sont européens, ont en fait des équipes aux États-Unis, en Asie, etc. Tu peux pas nous faire du name dropping ? Moi j'adorerais. C'est très frustrant. J'ai des interviews, on me dit pas les noms. J'adorerais. Non, mais toi, une très grosse banque asiatique qui aussi a une gros footprint en France, enfin en Europe, voilà, il n'y en a pas 36, une des plus grosses balance sheets du monde. Donc on fait du support effectivement proche de nos clients, on les couvre pendant toute la nuit, toute la journée, H24. Donc ça demande d'être partout. Et puis évidemment, on a l'ambition, et c'est le cas aujourd'hui, d'être pas du tout franco-français. Nos clients, on a commencé avec la Société Générale, mais je ne vais pas dire que c'est un hasard, mais presque. On est très présent à Londres au niveau commercial, et on est en train de déployer des équipes commerciales aux États-Unis et à Singapour. Donc voilà, c'est vraiment le support client. La R&D reste en France, clairement. Oui. Par contre, le support, l'implème et le déploiement commercial, le go-to-market global. Et vous avez toujours gardé l'actionnariat de base. Vous avez qui au capital ? Tu peux dire ? Alors, on a eu un premier investisseur tout au début, qui est un corporate, celui-là je peux le dire, c'était Kepler Chevreux. C'est une longue histoire, c'est
pas très un peu atypique comme actionnariat, mais là on est en plein dedans. Enfin, c'est effectivement un gros sujet de l'année. Je peux malheureusement pas te donner précisément parce que quand ça sortira, je crois qu'on n'aura pas encore fait une annonce. Mais voilà, il y a un truc chaud qui se prépare et j'aurai des bonnes nouvelles à t'annoncer peut-être offline après cet enregistrement. Et alors, vos prochaines étapes ? Voilà, exactement. C'est quoi vos prochaines étapes ? Hormis cette levée ? C'est le point de départ. Les points importants pour nous, en fait, c'est d'industrialiser encore et toujours plus. Donc, cette solution SaaS, elle est très importante. Cette solution SaaS, en fait, c'est non seulement provider toute la simplicité du SaaS, mais aussi amener des solutions prêtes à l'emploi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chez ces grosses banques, on a vendu surtout des plateformes où les gens faisaient un peu ce qu'ils voulaient. Avec l'expérience de ce qu'on a fait avec nos clients, maintenant, on package ça pour que ce soit ce fameux quelques jours, quelques semaines d'implémentation, non seulement pour apporter les données, mais après, comment on les utilise. Ils auront les packages réglementaires, voilà, les calculs, on parlait de FRTB tout à l'heure, ouais. de Expected Shortfall, il sera déjà dedans. C'était sur les liquidités, on aura d'autres mesures de risque, LCR, NSFR. Voilà, donc tous ces calculs réglementaires ou d'autres cas d'usage, on parlait des asset managers, la best exécution, on va provider des algos. Tous ces algos, ce qui est hyper important, c'est qu'on les fournit en mode accélérateur, mais c'est modifiable. C'est invisible, on donne le code. D'ailleurs, ces codes sont même en open source. Et les gens peuvent les modifier, mais ils ne partent pas de rien. Donc c'est vraiment un énorme accélérateur. Et ça permet d'aller encore plus loin dans notre pitch commercial qui, nous, on va voir qui, on ne va pas voir forcément les informaticiens, on va voir avant tout le métier, ça sert à ça. Et d'ailleurs, tiens, voilà le cas voilà, il est déjà prêt à l'emploi. Et le gars, quand il voit une feuille qui est déjà remplie, je changerais bien la virgule là, et puis le graphe qui est là, je le ferai autrement. Mais au moins, il a des idées. La page blanche, c'est compliqué de se projeter. Donc là, on construit de plus en plus de ces cas d'usage. Dans la continuité des risques de marché, on va de plus en plus vers le risque du banking book, de tout ce qui est tout ce qui est en dehors du marché. On s'est beaucoup focalisé sur les marchés, mais liquidité, les risques de crédit classiques, tout à fait. Ça, c'est des gros sujets et sur lesquels on a vraiment pas mal d'intérêt. On va faire le sujet d'ESG, sur lequel tout n'est pas encore mûr, mais il y a un gros besoin. On sent bien que les données, elles ont du mal à arriver, mais quand elles vont arriver, ça ne va pas être pour exercice, ça va être pour taille. On parlait de Best Exec, donc un sujet qui va t'intéresser. Donc, Best Exec sur les données classiques de marché. Mais en fait, il y a la même chose sur la crypto. On a reçu certains acteurs récemment. Kaiko. Exactement. Et donc, ces sujets de Best Exec, de gestion du risque, c'est la même chose. Voilà, donc il y a plein de use cases comme ça qu'on est en train de dérouler pour rendre l'outil encore plus rapide à utiliser, plus facile, et donc tout ça moins coûteux. Génial. J'avais encore 3 questions, mais je vais me garder parce que sinon ça va durer 3 heures. Stéphane, merci. Est-ce que tu pourrais nous recommander un livre pour clôturer l'épisode ? Un livre. Tu m'avais demandé de réfléchir à ça, donc j'avais en tête, mais on m'a piqué l'idée là, parce qu'Arnaud Codou avait déjà mentionné le monde sans fin de Jean-Marc Jancovici, mais comme j'aime bien Jean-Marc Jancovici, j'ai pensé plutôt à un truc à écouter en podcast, même si c'est des YouTube, mais je recommanderais, et je te donnerai les liens, il y a pas mal de choses là-dessus, mais soit une version courte où il est passé dans Bismart et son interview est très intéressante, ou une, pour ceux qui ont un petit peu plus de temps, qui est plus drôle, et donc celle-là, elle datait de 2020, puis donc une plus vieille de 2013, qui est toujours sympa de voir un peu l'évolution. Enfin, tu vois, de voir à l'orée d'aujourd'hui comment les prévisions ou les discussions qui avaient lieu se réalisent ou pas, mais c'était pareil, Jean-Marc Jancovici qui avait été interviewé au Sénat en 2013 sur l'électricité, et c'est assez sympa, c'est assez savoureux à regarder, c'est un petit peu long, mais je recommande ça. Et puis quand même, pour boucler sur les sujets de risque dont on a parlé aujourd'hui, je recommande fortement, alors en livre ou au cinéma, pour ceux qui veulent pas lire, The Big Short de Michael Lewis. Oui, tout à fait, qui m'avait été recommandé par Mark Templeman de Cashbee. Voilà, ça, The Big Short. Je pense que je n'ai peut-être pas été, moi, super pédagogue, mais ils le sont super, parce que c'est des sujets super compliqués, et on arrive à bien comprendre comment on en est arrivé là en 2008. Super, merci Stéphane. Merci à toi, Solène. À bientôt. Au revoir. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine!